excellent réveil à tous. Merci de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 26 novembre 2018. Et oui, déjà la fin du mois de novembre, un chapitre qui se referme. Décembre arrive vraiment avec tout ce qu'il y a comme événement. Et puis principalement cette saison saharienne, bien sûr. Il en sera question dans l'espace news aujourd'hui avec Nejma Herish et son invité. On va parler de la destination sud en Algérie. Et bien sûr, la transition était toute faite à l'instant. On voyait des images de quelques belles régions du sud algérien, de quoi donner envie à ceux qui nous suivent aujourd'hui, les convaincre de choisir cette destination pour les vacances d'hiver. Et puis, bien sûr, nous aurons l'occasion de découvrir une zone humide avec notre reporter, également Halim, non, pas Halim. Et oui, c'est Rahim. Rahim Abdelaziz nous emmènera dans une région humide, donc en Algérie également. Et puis aujourd'hui, nous venons de parler à l'instant du sud algérien. Le sud algérien est vraiment la région la moins touchée par la pollution. Et de pollution, on parlera également ce matin avec l'invité de Hamid Belkacem dans la rubrique consacrée à l'environnement, puisque nous parlerons de pollution atmosphérique et ses incidences, notamment, entre autres, sur les panneaux photovoltaïques et les énergies renouvelables. Aujourd'hui, dans notre matinale, nous aurons l'occasion de parler d'un autre aspect qui, lui, est presque réglé du côté du sud, et puis on dort très bien dans ces régions, bien sûr. Et puis on parlera avec un de nos invités du cycle de sommeil. Nous parlerons de cette thématique à l'occasion de la tenue d'un congrès prochainement, un congrès entièrement consacré au sommeil à Alger entre le 29 et le 30 du mois en cours. Dans notre matinale, nous aurons le plaisir de faire un gros plan sur un nouvel ouvrage signé donc Omar Kerja qui nous parlera de l'Exipso. L'Exipso, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ouvrage entièrement consacré au patrimoine immatériel dans la région de Kabylie. Et puis, ce matin, n'oublions pas que on est lundi, donc chaque lundi, Mustapha Bouffelah revient dans la rubrique accessibilité. Aujourd'hui, il va nous parler de préparatifs des Paralympiques. Eh bien, nos champions se préparent pour cet événement très attendu. Ils ont l'habitude de nous honorer, de dignement nous honorer, puisqu'ils raflent beaucoup de médailles lors de ces manifestations sportives. Et puis, bien sûr, ils méritent tout encouragement de notre part et donc de la part de Mustapha Bouffelah qui s'intéresse à cet aspect aujourd'hui. Je pense avoir un petit peu tout dit par rapport à la composante de notre matinale. Encore une fois, bienvenue dans Bonjour d'Algérie et tout de suite le coup d'envoi avec un point météo et Amel Haribi qui arrive tout de suite. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Adia. Ça va? Ça va, très bien, merci. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Que nous disent les cieux ce matin? Eh ben, c'est les vents. Ah. Ah oui, ça, Ah ouais. les vents, on va entendre parler aujourd'hui. Ah, ça mais va je ne les ai souffler pas assez fort. croisés le matin, en tout cas au démarrage. Ça va venir. Ça va venir, c'est en cours de journée. Ah oui, 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 ça va venir. Ah bah, Ça va souffler, dommage, hein. Dommage. Ah bon? Dommage. Moi, j'aime pas le vent. Sérieux? Bon, j'accepte la pluie, mais pas le vent. Ah bah, il y aura un peu de pluie et des vents. Les deux. Ah, ben, On sera on est gâtés. bien servis. Exact. Bien gâtés. Allez, donnez-nous Alors, cette météo information. de ce 26 novembre, s'il vous plaît. Allons-y. Alors, bon réveil et surtout, bonjour à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, nous aurons un ciel passagèrement nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois des nuages assez denses sur le centre. Également, l'est du pays, accompagné de quelques pluies locales sur le centre et quelques pluies éparses sur les régions de l'est. Mais ces pluies vont s'accentuer, mais en cours de nuit sur les régions de l'est, prenant parfois un caractère orageux durant la nuit, bien sûr. À noter des vents assez forts sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, ouest, centre et est du pays. Des vents qui avoisinent les 50 et les 60 km/h parfois durant la journée. La moitié sud de la brume et des nuages bas durant la matinée sur le sud-ouest, la Saoura, le nord Sahara, puis le ciel deviendra dégagé tout au long de la journée, partiellement voilé sur les oasis et l'extrême sud. Ailleurs, rien à cirer. Le soleil sera bel et bien présent sur le Sahara central, le Gard Tassili et le Sahara oriental. Les températures, la journée, eh bien, sont plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un maximum de 20 degrés du côté d'Alger, également à Nabat, Tlemcen,
19 à Oran, Mascara, Tizi Ouzou, 13 degrés à Batna, Djelfa, 14 Sétif, Al Bayad, au sud 18 degrés à Béchar, 19 Biskra, 22 Gardaya, 24 Tindouf, Hassim Souad Ouagla Insala, 23 Elizi, 26 degrés Tamanrasset, Janet et enfin le maximum 34 degrés à Borj Bedi Mukhtar et In Ghazal. Et comme d'habitude, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où quelques flocons de neige intéresseront cet après-midi la ville d'Helsinki, partiellement nuageux à Oslo, Londres, Dublin, également Lisbonne, Madrid, Bordeaux. Ailleurs, la grisaille va l'emporter. Côté Mercure, eh bien, on relèvera un minimum de moins 3 degrés à Oslo, moins 1 à Helsinki, 1 degré à Varsovie, 2 à Prague, Copenhague, 3 à Berlin, 6 à Paris, 7 à Londres, 8 Dublin, Budapest, 9 à Bucarest, 15 degrés à Rome, 12 Madrid, Marseille et le maximum cette fois-ci à Athènes avec 20 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée. Excellente journée également. En tout cas, mesdames, messieurs, bien avant le journal de midi, bien avant la météo d'Amel à ce moment-là, nous allons tout de suite vous offrir le meilleur de l'actualité en matinale, déjà dans le Flash Info de Hannet Mahiraj. A tout de suite. Bonjour Adia, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous. Dans l'actualité, aujourd'hui à Tébessa, le Premier ministre Ahmed Ouyahia préside une cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre les groupes algériens Sonatrach et Asmid Al-Manal, ainsi que les groupes chinois dirigés par la société CITIC pour le lancement d'un projet intégré pour l'exploitation de phosphate. Ce méga-projet intégré réparti entre la mine de Bled El-Hadba à Tébessa, à la plateforme de Hjer Kibrit à Souqahras, celle de Hjer Soud à Skikda et le port de Annaba nécessitait un volume d'investissement de 6 milliards de dollars. Donc, prendront à cette cérémonie, prendront part, je disais, les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui, ainsi que le ministre de l'Énergie et celui de l'Industrie et des Mines. Prévu aujourd'hui également, inauguration de la 3e édition du Salon international de transport et logistique au Palais des expositions au Pas maritime à Alger. Et aussi dans l'actualité, aujourd'hui est prévue une journée d'études sur la nouvelle nomenclature des branches et spécialités de la formation professionnelle présidée par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Ça se passera à l'Institut de la Formation et de l'Enseignement professionnel d'El Biar à Alger. Une autre journée d'information sur les établissements d'accueil de la petite enfance présidée par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine. Ça se passe à l'École supérieure de la Sécurité sociale à Ben Aknoun et à Constantine, à l'est du pays. Le ministre des Ressources en eau inspectera le projet d'aménagement de Oued Rman et assiste également à un exposé sur son secteur. Il procédera aussi à l'inspection du projet de la station d'épuration des eaux usées dans la nouvelle ville Ali Menjli, ainsi que le projet de protection de cette nouvelle ville des risques des inondations. Et retour sur l'événement d'hier, donc une nouvelle centrale photovoltaïque d'une capacité de 10 mégawatts qui va produire 10 gigawatts a été mise en service hier dans la dagra frontalière d'Al Borma dans la wilaya de Ouargla par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui, qui était accompagné du ministre de l'Énergie, de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables ainsi que le PDG du groupe Sonatrach. Bedoui a appelé à cette occasion à encourager l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables et à mettre en place les mécanismes de formation relatifs aux métiers de cette énergie au niveau des différentes installations similaires à l'échelle nationale, mettant en exergue les investissements colossaux de l'État en vue d'améliorer les énergies renouvelables en général et l'énergie solaire en particulier. Inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les groupes
pétroliers algériens et italiens Sonatrach et INI. Ce projet qui entre dans le cadre du développement des zones frontalières aussi a été concrétisé à la faveur d'une enveloppe globale de 16 millions de dollars. La centrale est implantée sur une superficie de 20 hectares au niveau du champ de Birba Nord, opéré par la société mixte GSA, donc groupement Sonatrach Agip, totalisant 31 320 panneaux solaires. Cette centrale d'une durée de vie de 25 ans vise à améliorer les installations du champ de Birba en général, 18,5 gigawatts par an d'énergie électrique et en libérant le gaz naturel pour une meilleure valorisation. La ministre de l'Éducation nationale a fait état d'une nette baisse des erreurs contenues dans les manuels scolaires pour Nouria Benrabrit qui s'exprimait en marge d'une réunion avec les cadres de l'Office national des publications scolaires. Cette baisse, selon la ministre, cette baisse notable fait suite à l'adoption d'un système de coordination permettant la vérification du contenu sous tous les aspects avant la phase d'impression. Dans ce sens, la première responsable du secteur a mis en avant l'importance de la formation continue des concepteurs, des élaborateurs ainsi que des imprimeurs du livre scolaire, une opération qui requiert, selon Nouria Benrabrit, beaucoup de professionnalisme et de formation. Et puis cette information qui annonce, donc qui prévoit le déficit commercial de l'Algérie, donc qui est en baisse de près de 59% sur les 10 premiers mois de 2018. Donc il s'est chiffré à 4,11 milliards de dollars contre un déficit de 9,95 milliards de dollars durant la même période 2017. Donc entre janvier et fin octobre 2018, les exportations ont grimpé de 34,126 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 20%. Et pour les importations, elles ont légèrement reculé, donc une différence de moins de 35%. Selon les chiffres des douanes. Donc les exportations ont assuré la couverture des importations à la hauteur de 88% contre 74% à la même période de l'année précédente. Donc voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Madame Leila Chorfi, responsable partenariat et communication au sein du groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme. Donc Madame, bonjour, bienvenue à vous. Merci pour votre invitation matinale. Bienvenue. Donc est-ce que votre groupe est étatique ou privé et dites-nous quel est son rôle dans la promotion du tourisme, Madame? Je pense qu'on a un petit peu dépassé ces questions parce que durant 2 saisons successives, le groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme n'a pas cessé de faire parler de lui. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le plus grand opérateur public. Mais il est toujours utile de rappeler. Mais bien pour entendu, ceux qui bien sûr, c'est le plus grand opérateur public en matière dans le secteur du tourisme, qui est actif dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme. Il gère le portefeuille et les actions de l'État dans le domaine du tourisme. Donc nous sommes à la tête de 72 unités hôtelières réparties à travers le territoire national, 9 stations thermales et 2 centres de thalassothérapie, l'un à Sidi Fredj et l'autre au niveau du centre Les Andalouses d'Oran. Voilà, donc globalement, le groupe donc est un outil supplémentaire au service du secteur pour aider justement à la promotion de la destination Algérie. Nous sommes, Madame, en pleine saison du tourisme saharien qui débute le mois d'octobre et s'achève le mois d'avril. Donc, est-ce que vous faites des promotions pour cette destination ? Elle a débuté pour nous il y a longtemps, parce que les saisons sahariennes se préparent. D'ailleurs, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a tenu plusieurs réunions dans ce sens qui ont débuté au mois de juillet. Donc, effectivement, des promotions, il y a. Nous voulons que les familles, que les ménages moyens puissent
profiter de cette destination. Et donc pour cela, nous utilisons tous les supports de communication publicitaire pour faire connaître justement ces tarifs préférentiels qui sont appliqués aux familles, aux étudiants, aux universitaires. La population ciblée, c'est à peu près toute la population algérienne. Il est question de promouvoir en premier lieu cette destination d'une manière interne, c'est-à-dire faire connaître le Sud aux Algériens qui ne le connaissent pas encore ou qui ont toujours envie de le redécouvrir d'une manière ou d'une autre. Donc pour nous, il s'agit de rendre accessible cette destination parce que on a souvent reproché justement à cette destination d'être onéreuse, entre guillemets. Justement, qu'est-ce que vous entendez par la rendre accessible un peu? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la fourchette des prix? Bien entendu. Je vous disais donc que cette destination, bien que prisée et primée, admirée, souhaitée, voulue, il y a quelques freins peut-être pour certaines catégories de personnes pour pouvoir s'y rendre et profiter justement de toute la beauté du paysage. Nous avons le frein principal qui a toujours été la cherté de la destination. Nous avons un autre frein, celui peut-être de l'indisponibilité aussi des infrastructures hôtelières. Et nous avons aussi un troisième frein qui est peut-être celui du manque de circuits, de divertissement, de guides spécialisés. Le groupe Hôtellerie Tourisme et Thermalisme, en accord avec les autres organismes qui interviennent dans le cadre du tourisme, l'ONAT, l'ONT, sont allés justement vers une résolution successive de ces contraintes. Par quel biais? D'abord au niveau de la cherté du prix, nous avons signé une convention avec Tassili Airlines, avec la Fédération nationale des agences de voyage et le groupe Hôtellerie Tourisme et Thermalisme, sous la bienveillance de Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Cette convention, tenez-vous bien, a réduit de moitié pratiquement donc le prix de cette destination. Nous avons pour Tassili Airlines obtenu, grâce à leur encouragement et leur collaboration, une réduction de 50% sur allottement pour les destinations du Sud. Avec la FNAT, nous avons réussi à obtenir aussi des réductions en matière de prise en charge des frais liés au séjour dans le Sahara. Et pour le groupe, en ce qui concerne le groupe Hôtellerie Tourisme et Thermalisme, nous avons réduit de près de moitié également les prix d'hébergement au niveau des structures hôtelières dans le Sud. Ce qui ramène ce prix à une baisse de près de 50% par rapport à ce qui a été pratiqué. D'ailleurs, les statistiques par rapport à la saison saharienne 2016-2017 ont largement augmenté. Il faut savoir que pour l'année 2016-2017, si ma mémoire ne me fait pas défaut, nous avons enregistré près de 170 000 touristes contre 376 000 pour la saison estivale 2017-2018. Oui, vous n'avez toujours pas répondu à la question par rapport au prix. Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, pour une famille composée de 4 personnes, pour une famille, semaine, ça justement, coûte combien? Alors, pour une famille composée, je vais vous donner le prix par personne, pas par foyer. Allez-y. Donc, pour un séjour de 5 nuitées, prix du billet compris, nous arrivons à 54 000 dinars. Voilà, donc avec prix du billet, 5 nuitées. Avec une pension complète. Avec une demi-pension. Avec une demi-pension. Vous trouvez que c'est abordable ou c'est cher? Alors maintenant, une destination a un coût. Excusez-moi, mais nous, en tant qu'entreprise publique économique, nous avons aussi des charges. Nous avons essayé de concilier justement ces deux aspects pour permettre aux familles algériennes d'aller profiter, parce que généralement dans une famille algérienne, le couple travaille. Donc les deux travaillent. Un universitaire peut économiser pour aller passer une semaine, je dis bien une semaine, donc à ce prix-là. Et nous avons aussi, comme je vous l'ai dit, des charges à assumer par rapport aux employés. Et on a essayé de faire du mieux possible pour rendre cette destination plus accessible, en tout cas qu'elle ne l'était auparavant. Qui était de combien? Elle était quand même de assez 90 000 c'était pratiquement jusqu'à 100 000. le double. C'était pratiquement le double. Oui, et quelles sont les villes les plus prisées du Sahara algérien? Ce qui caractérise le Sahara, oui, ce qui caractérise le Sahara algérien d'une manière générale, c'est la diversité des pôles touristiques au niveau du Sahara. Nous n'avons pas qu'un seul tourisme, nous avons plusieurs tourismes qui peuvent se pratiquer au Sahara. Vous avez
Par exemple, la destination Hogar, avec Tamanrasset, c'est un tourisme d'exploitation, de découverte, d'exploration. Vous avez le pôle Touet Gourara, qui, ça, c'est les oasis, c'est les qsour, c'est les découvertes des zaouïas, des tijani, c'est en même temps un tourisme culturel que l'on peut pratiquer. Et vous avez enfin un troisième pôle, qui est le pôle Tassili, Niger. Donc là aussi, c'est un musée à ciel ouvert. Hein. Ce qui reflète la diversité. Ce qui reflète effectivement la diversité du paysage et la beauté du paysage du Sud. Et pas que le Sud, hein, toute l'Algérie est belle. Hein. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a plus de touristes algériens qu'avant, ou c'est toujours les touristes étrangers qui viennent faire... Ce qu'il faut savoir, c'est que la convention qui a été signée entre notre organisme et Tassili Airlines et la FNAT favorise, encourage, développe le tourisme interne. Parce que le développement du tourisme interne est un indice de bonne santé du tourisme international. Nous avons enregistré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une augmentation de la fréquentation, et puis attendons de voir effectivement, parce qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats dans l'immédiat, c'est des résultats qui vont venir année après année, conforter toutes ces actions qui sont prises dans le sens de la promotion de cette destination. Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Habitat l'a souvent répété, notre président directeur général aussi, du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, en disant que c'est bien beau d'avoir des idées, mais le mérite revient à celui qui les met en pratique. D'une part, nous avons des actions, maintenant nous sommes en attente des résultats. Et j'espère que ces derniers, tout augure de toute façon dans ce sens, hein, vont dans un sens favorable. Très bien. Et quelles sont les activités touristiques dans le sud algérien? Je parle notamment du sud parce que oui. Je vais répéter. Non, je veux dire les excursions, les sorties. Tout à fait, il y a des guides. Oui, alors à ce moment-là, peut-être que ce n'est pas vraiment le domaine de prédilection, j'allais dire, du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. Nous travaillons avec l'Office LONAT, donc qui propose quant à elle. Alors j'aurais aimé qu'un élément de l'ONAT soit présent pour coordonner et compléter un peu ce que je suis en train de dire, mais propose des circuits très intéressants. C'est-à-dire des bivouacs Des bivouacs. Alors vous avez aussi différentes formes d'hébergement qui se développent dans le Sud. Oui, hein. il y a des Vous n'avez pas uniquement les structures, j'allais dire, hôtelières au sens classique du terme. Hein. Vous avez des campings, vous avez tout ce qui relève du secteur privé, et c'est pas mal du tout, parce qu'actuellement, il faut savoir qu'au niveau du Sud, nous enregistrons 13 000 lits, hein, ce qui représente pratiquement 24% du parc immobilier national. Hein. Il y a aussi 56 000 lits qui sont prévus en construction, ce qui concerne à peu près 500 projets hôtels privés publics, et qui représentent à peu près donc 203 unités hôtelières, tout type d'hébergement compris. Hein. Et vous avez chez l'habitant cette formule qui se développe aussi chez l'habitant. Justement, les maisons d'hôtes. Est-ce que ça ne représente pas une concurrence déloyale pour vous? Pas du tout. Tout apport est bénéfique parce qu'il y a souvent eu une inadéquation entre l'offre et la demande. Et c'est justement toutes ces formes d'hébergement qui peuvent réduire ce décalage qui existe entre l'offre et la demande. Très bien. Donc vous êtes aussi spécialisé dans le thermalisme. C'est une autre forme de tourisme. Oui, tout à fait, tout à fait. Le thermalisme retient l'attention particulière des responsables du secteur du tourisme, et la nôtre en l'occurrence, parce qu'il y a un programme de modernisation qui a été engagé. Maintenant, vous savez, il y a des notions qui sont, j'allais dire, à la mode hein, en matière de tourisme. Hein. On parle plus de bien-être, de soins, de bien-être, et ces structures-là existent. Il va falloir les faire fructifier davantage et élargir le champ de leur application. Vous me donnez l'occasion justement de parler d'un programme de formation qui est donc en cours pour les centres de thalassothérapie, qui a été engagé avec des partenaires étrangers, donc dans le domaine de la formation d'experts spécialisés dans les soins thermaux et les soins de bien-être. Hein. Parce que justement, cette forme de tourisme a l'avantage d'être en même temps médical et en même temps de loisirs, ludique, relaxation et tout ce qui est bien-être. Et est-ce que donc c'est un potentiel d'une grande richesse? Est-ce qu'il y a une stratégie pour développer ce type de tourisme, hormis la formation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des investissements, est-ce qu'il y a des projets en cours? Tout à fait. Justement, nous, en tant que premier opérateur public, nous voulons diversifier nos investissements. Nous allons le faire au niveau du Sud, parce que nous sommes en contact avec différentes autorités locales pour obtenir
faire des terrains et donc construire des structures, des infrastructures légères. Nous faisons de même en ce qui concerne les sources thermales. Je crois qu'il y a plus de 280 sources thermales. Elles ne sont pas toutes exploitées et nous souhaiterions effectivement renforcer notre parc thermal en développant justement cette activité et en multipliant également le nombre de stations thermales dont dispose le groupe. Vous avez parlé tout à l'heure de formation du personnel par rapport au tourisme thermal, mais aussi même pour d'autres types de tourisme, je pense qu'il faut avoir un staff qualifié. Est-ce que vous auriez, ça fait partie de votre plan d'action? Je vais vous faire une confidence en aparté pour vous dire que le plus important programme de formation a été lancé par le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme en collaboration avec le ministère de la Formation et de l'Apprentissage, en collaboration avec le FNAC, le Fonds national d'aide à l'apprentissage et à la formation continue, qui touche près de 3300 employés du groupe. Ces 3300 employés du groupe vont bénéficier de formations dans le domaine de l'exploitation, c'est-à-dire les métiers de base dans le secteur de l'hôtellerie, parce que cette image que vous voulez donner, c'est la première image que le client retient. Donc il y a la réception, il y a la restauration, il y a les services de chambre. C'est très important. Le détail est très important dans le métier de l'hôtellerie. Cette formation va permettre une mise à niveau, d'abord, des employés, et elle va également permettre à certains employés qui n'étaient peut-être pas habilités à faire un métier, à le faire, mais d'une meilleure façon. Peut-être c'est par rapport au changement de mentalité aussi. Par exemple, auparavant, on trouvait très peu de femmes qui se déplaçaient pour travailler dans ce secteur. On a maintenant des managers qui sont dans le sud, qui sont à l'est, qui sont d'Alger et qui se déplacent et qui n'ont aucun souci. Auparavant, ça ne se faisait pas pour autant. Moi, je suis contente parce que la femme est partout en ce moment. Elle n'est pas que dans le secteur du tourisme, je vous rassure. Mais dans le tourisme en particulier. Alors, l'apport de cette féminité dans le tourisme reste effectivement quelque chose de très important. Ce contact, cette facilité qu'elle a justement à faire sourire, tout simplement, faire sourire le client, c'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis. Tout à fait. En tout cas, des projets pour votre groupe peut-être, pour booster davantage le tourisme. Ah oui, toujours. Ce n'est pas que l'affaire du groupe, encore une fois. Il y a plusieurs organismes qui interviennent justement dans le secteur du tourisme. Et vous savez quoi, fédérer tous les efforts de ces organismes en allant dans la stratégie tracée par les pouvoirs publics, je crois que c'est ce qui peut véritablement booster le secteur du tourisme en Algérie. En tout cas, il faut le reconnaître, on a enregistré beaucoup de retard ces dernières années. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie aujourd'hui ? Je n'ai pas intérêt à dire le contraire. Non mais sérieusement, nous sommes véritablement sur la bonne voie. Il ne faut délaisser aucun segment des filières touristiques, que ce soit le thermal, le saharien, le balnéaire, parce qu'au niveau de la saison estivale, on a très bien travaillé cette année également. Nous avons fait beaucoup de choses au niveau des aménagements des plages. Les familles étaient satisfaites. Il y a eu des reportages en direct qui ne sont pas truqués. Donc l'avis était sincère, il était clair. Il faut continuer dans ce sens pour le Sahara, pour le thermal et pour le balnéaire. C'est-à-dire qu'il y a un dynamisme ressenti à tous les niveaux, et un engagement profond pour aller dans ce sens. Tout à fait. Je pense avoir fait le tour de la question. En tout cas, ça a été un énorme plaisir. Partagé. Je vous assure que j'y ai pris grand plaisir, moi également. Et sachez que je suis particulièrement contente quand je reçois des femmes sur ce plateau. Vous êtes très sympa. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'invité de la matinale. Merci Madame Chorfi. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et on se retrouve à demain. C'est à vous Radia. Merci mesdames et messieurs qui nous suivent ce matin dans Bonjour d'Algérie. Donc si vous avez manqué un détail ou un aspect de ce qui a été présenté lors de cet espace consacré aux news, n'hésitez pas aussi à vous documenter par le biais du portail électronique mis au service des touristes. Justement, il y a quelques mois, nous avons déjà présenté ce portail, mais utile est de le rappeler par le biais de Feli El Hamdi qui nous fait cette présentation de ce portail électronique qui pourra vous donner accès à toutes les informations utiles à vos voyages. L'Algérie, ce beau pays, a de nombreuses richesses à offrir, tant sur le plan culturel que naturel.
Aujourd'hui, la destination Algérie est de plus en plus attractive. Tous les atouts sont là. Un littoral merveilleux, s'étendant sur près de 1200 km. Un climat méditerranéen doux et agréable. Des plages, des plaines, des montagnes et des paysages magnifiques. Des lieux pittoresques et des sites historiques de valeur. Un riche arrière-pays qui regorge de belles surprises, un désert des plus beaux de la planète. La célébration de la Journée mondiale du tourisme le 29 septembre a été caractérisée par le lancement officiel d'un portail électronique, visitealgeria.dz, pour la promotion de la destination Algérie. Le thème choisi cette année par l'Organisation mondiale du tourisme est le tourisme et la transformation numérique. Donc le portail web, c'est une manière d'entrer dans une grande étape de promotion de la destination Algérie à travers les outils qui concernent le large public. C'est la numérisation de la communication. Le portail web, à travers ces outils, va nous permettre d'accéder à différents types d'informations. On va essayer d'illustrer quelques informations. À titre indicatif, on aura présenté les atouts dont recèle l'Algérie dans son potentiel touristique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est primordial concernant la promotion de l'Algérie, est celui des services. Donc, on aura affiché donc une panoplie de prestations, soit la réservation au niveau des hôtels et des liens qui concernent la réservation des hôtels, ainsi que l'activité des transports et des réservations à travers les agences de voyage. On affiche aussi certaines données d'ordre qui ont relation directement avec les principales activités qui existent en Algérie. Ce portail, qui se présente en 3 langues, arabe, français et anglais, a pour objectif de faire connaître la diversité touristique de l'Algérie, les plus importantes destinations disponibles, ainsi que les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, transports, outre l'art culinaire et l'artisanat. Le portail peut être exploité à travers les Android, donc à travers les smartphones. À travers ces smartphones, donc on peut consulter tout ce qu'on peut chercher comme données, comme informations, soit à travers les institutions nationales, à l'instar de l'ANDT, de l'ONAT, de l'ONT, et même des différents partenaires et opérateurs publics ou privés qui activent dans le domaine du tourisme. Donc à travers toute cette panoplie d'offres, on espère couvrir un maximum de public. C'était là un reportage signé Fariel Hamdi. Comme vous pouvez le constater, mesdames, messieurs, tous les projecteurs s'orientent vers la destination sud, connue pour être la moins polluée de notre pays. Mais bien sûr, les grandes villes ne sont pas dans la même situation. On va tout de suite faire le constat avec Hamid Belkacem et son invité. Bonjour Hamid. Bonjour. Bienvenue donc, Merci. dans cet espace consacré à l'environnement et que vous gérez depuis quelque temps dans Bonjour. Voilà, on va parler aujourd'hui, on vient de revoir quelque chose de magnifique sur le grand sud algérien. L'Algérie, c'est le pays le plus vaste. L'Algérie qui connaît un développement, on va dire, positif à travers notamment l'électrification qui atteint 98%, c'est quand même magnifique, avec surtout un programme ambitieux des énergies renouvelables. On l'a vu pas plus tard qu'hier avec l'inauguration de Berbanor, une centrale de 10 MW
qui n'est pas négligeable, mais il y a toujours un même en matière d'environnement, n'est-ce pas? Il faut coordonner l'intersectorialité pour ne pas avoir à subir les contre-coups de ces investissements en matière d'énergie renouvelable. D'où la présence de Hamza Merabet, bonjour. Bonjour. Qui représente la division bioénergie et environnement au sein du CDER, c'est bien cela? Absolument. Et c'est une CDER, bonne nouvelle, qui est le Centre de développement des énergies renouvelables. Tout à fait. Donc, très bonne nouvelle, cette nouvelle centrale photovoltaïque solaire donc de 10 MW crête. Mais il faudrait peut-être expliquer l'impact de la pollution atmosphérique sur les panneaux photovoltaïques. C'est quelque chose de très nouveau et comment on le mesure? Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Comme vous avez dit, donc c'est toujours bien de voir donc de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables. Comme vous le savez, l'Algérie c'est parmi les pays les plus ensoleillés au monde, donc avec une insolation qui atteint jusqu'à 4000 heures d'ensoleillement, durée d'ensoleillement par an. Et les énergies renouvelables, donc la source principale de cette énergie renouvelable, c'est bien le soleil, donc le rayonnement solaire. Donc pour qu'il atteigne ce rayonnement du disque solaire jusqu'au panneau solaire, donc il peut rencontrer des particules. Donc ces particules qui sont les polluants atmosphériques peuvent donc soit réfléchir ce rayonnement ou bien l'absorber et donc diminuer le rendement de ces panneaux. D'où donc le Centre de développement des énergies renouvelables dans sa division bioénergie et environnement donc s'intéresse à l'étude de l'impact de la pollution atmosphérique sur le rayonnement solaire et le rendement des énergies renouvelables en installant une station de la qualité de l'air. Et on entend par quoi ces pollutions ou ces polluants atmosphériques? Quelle serait leur origine? Voilà, donc les polluants atmosphériques ont plusieurs origines, donc soit naturelles ou anthropiques. Donc les origines naturelles, donc on a les vents de sable, l'érosion, donc la combustion les feux de forêt, etc. Et pour les sources anthropiques, donc on a le parc automobile. C'est anthropique pour action due à l'homme, aux activités humaines. Voilà, donc l'industrie, donc surtout l'industrie pétrolière, etc., etc. Donc on peut avoir, puisqu'on le voit un petit peu sur les nouvelles cités, et Dieu merci qu'il y en a, il y a des dispositifs solaires pour les cages d'escalier, pour pouvoir éclairer les cages d'escalier, et souvent, ou assez souvent ces derniers temps, dans les programmes sociaux d'habitat et de logement, des panneaux photovoltaïques qui éclairent les cages solaires. Mais ces panneaux photovoltaïques peuvent être impactés par la pollution automobile, par exemple, si on n'arrive pas à la mesurer. Exactement, donc comme j'ai dit, donc, il y a des particules qui absorbent le rayonnement solaire comme le carbone suie ou le black carbone. Donc ce black carbone, donc c'est le noir qu'on voit donc des chalumeaux de voitures ou même à la maison. Donc c'est un carbone qui est issu de la mauvaise combustion d'hydrocarbures, ou même du bois et du charbon. Donc ce carbone suie est classé 3e responsable du réchauffement planétaire. 3e après le méthane, le CO2 et le méthane. Voilà, donc ce carbone, donc, puisqu'il est noir, donc il absorbe la lumière, donc il pourra donc impacter non seulement donc, la santé humaine, le rayonnement solaire et bien évidemment donc, le rendement des énergies renouvelables. J'allais dire presque que cette activité de carbone noir, vous avez tenté de la mesurer une première fois pour voir l'impact des articles ou produits pyrotechniques sur l'environnement. Vous le mesurez régulièrement au sein du Centre de développement des énergies renouvelables. Vous avez une station pour cela? Exactement, donc on a installé en 2014 un appareil qui s'appelle étalomètre AE33, donc c'est la dernière version des étalomètres. Donc cet appareil permet de mesurer donc, la concentration du carbone suie ou du black carbone à 7 longueurs d'onde. Donc le carbone suie absorbe donc, de l'infrarouge jusqu'à l'UV, donc dans le domaine du visible. Donc on a commencé en 2014 en l'installant à Bouzaréa pour voir déjà donc, les niveaux de pollution dans un milieu semi-urbain qui est moins pollué que le milieu urbain. Sur les hauteurs d'Alger, c'est un petit peu dégagé par rapport au centre. C'est dégagé, même c'est donc pas loin de la forêt de Baïnem, donc il y a
L'air, il est relativement pur. Et on a remarqué durant donc, la veille du Mawlid Nabawi de 2015, c'était en janvier 2015, qu'il y a eu donc, des pics durant la nuit. Et habituellement, donc, la nuit, il n'y a pas de parc automobile, il n'y a pas de pollution. Donc on a remarqué qu'il y avait des pics 5 fois plus importants, 5 fois plus importants que la moyenne annuelle, je dirais annuelle, de black carbone à Alger. Et la source de ce pic? Et la source, donc, c'est les produits pyrotechniques qui comportent environ 15% de charbon. Le charbon, c'est une source de black carbone. Et cette année, vous avez eu... Justement, donc on a suivi en 2015. En 2015, il y avait 2 Mawlid Nabawi, en janvier et en décembre. Oui. Puis 2016 et en 2017, on a déplacé la station vers l'hôpital Mustapha Bacha pour étudier justement les niveaux de pollution atmosphérique dans un milieu urbain et pas loin donc des malades respiratoires, etc. Et ça a donné quoi le déplacement d'un milieu plus ou moins, on va dire, naturel, proche de la forêt de Baïnem, vers le cœur de la ville, à savoir l'hôpital Mustapha? Si on compare donc les niveaux de black carbone à Bouzaréa par rapport à Alger Centre, donc à Alger Centre, les moyennes donc, sont 5 à 6 fois supérieures que Bouzaréa. Et c'est logique parce qu'il y a un parc automobile plus important, il y a donc il y a une présence d'habitation et de population plus importante. Mais cette année, justement, on a comparé par rapport à l'année passée. Donc, il y a eu une diminution de 18% de pollution atmosphérique par les particules d'une manière générale. Par les particules 1, parce qu'on appelle PM1, c'est les particules qui ont un diamètre inférieur à 1 micron. Un micron, pour les téléspectateurs, c'est 1 millième du millimètre. 1 millième du millimètre. Voilà. Donc, c'est ultra fin. Justement, on s'intéresse au PM 2,5 et PM1. Pourquoi? Parce que les PM 2,5, donc c'est des particules qui ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Donc c'est des particules qui traversent tout le système respiratoire et peuvent atteindre les alvéoles. Mais par contre, les PM1 donc, traversent tout le système respiratoire, y compris les alvéoles, et peuvent même atteindre au cœur et au cerveau en se transportant à travers donc Parce que ce black carbone, ces petites particules, une partie des PMA. Des PMA, voilà. Et donc c'est 1 millième de millimètre, peuvent impacter directement la santé. Et ce sont des polluants qui existent dans l'atmosphère et qui sont générés par une activité humaine. Voilà. Et donc depuis 2017 qu'on a installé cette station de la qualité de l'air à Mustapha, donc cette station appelée NESMA. Voilà, donc elle englobe 5 appareils qui mesurent donc différents polluants atmosphériques, commençons par les particules, donc les particules donc, de différents diamètres, le carbone suie ou le black carbone, l'ozone, l'ozone néfaste, O3. Voilà, l'O3, les NOx, donc NO, NO2 et la totalité. Donc les NOx aussi c'est une source de pollution qui vient du parc automobile. Les COV c'est les composés organiques volatiles, donc c'est les hydrocarbures volatiles dans l'air, y compris donc le méthane. Alors, on vient toujours au CH4, au méthane. Voilà, voilà. Donc c'est ça, donc les polluants mesurés donc, au niveau de notre station. Pour le moment, il y a une seule station qui relève du Centre de développement des énergies renouvelables, au niveau de l'hôpital Mustapha. Est-ce qu'il y a des projets pour contrôler la qualité de l'air un petit peu partout? Déjà, donc, en commençant par le milieu urbain, le but déjà, donc, d'étudier l'impact de ces polluants sur la santé avec les professeurs de l'hôpital Mustapha Bacha. Donc il y a un impact direct de la pollution atmosphérique sur la santé humaine. Et l'impact aussi sur le rayonnement et les panneaux solaires dans un milieu urbain cette fois-ci. Parce qu'on a fait l'étude dans un milieu semi-urbain et cette fois-ci on va le faire dans un milieu urbain où on a installé 2 panneaux solaires. On va étudier donc l'impact direct et l'impact de dépôt, parce qu'il y a même un phénomène de dépôt de la poussière qui diminue le rendement des panneaux solaires. Mais pourquoi pas, donc on aimerait bien voir d'autres stations un peu partout donc, sur le territoire national, pas seulement dans la zone côtière, mais même sur les hauts plateaux et au sud et l'extrême sud,
pour aussi étudier donc l'impact de cette pollution sur les énergies renouvelables et sur le programme national des énergies renouvelables, et même pour déduire donc les lieux où il ne faut pas installer donc les mégastations photovoltaïques. Et même, pourquoi pas, avoir une carte de la pollution atmosphérique sur tout le territoire national. Voilà. Mais une fois une fois identifiés ces polluants, une fois ces stations installées, est-ce que l'entretien est important? Est-ce que vraiment on a réfléchi aux solutions de pérennité? Il y a des solutions globales et des solutions particulières. La solution globale, c'est qu'en Algérie, en principe, il y a une stratégie nationale de l'environnement qui vise à terme à réduire de manière substantielle les activités polluantes dans le parc automobile. On devrait avoir un peu plus de facilité à acquérir des kits CELRES. On est très en retard. Pour les transports en commun, il y a aujourd'hui le métro, le tramway qui gagnera à être généralisé dans d'autres villes, mais aussi du GNC, du gaz naturel carburant, qui est très peu, mais vraiment très peu polluant. Et tous ces paramètres vont faire diminuer de manière substantielle et j'allais dire drastique l'impact sur la pollution atmosphérique. À ce moment-là, la rentabilité des panneaux serait peut-être assurée de Merabet. Exactement. Donc, parce que comme on a dit au début, donc il y a la source naturelle déjà. Il y a une étude qui a été faite par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur donc le niveau de pollution par les particules naturelles, les particules fines, donc qui a donc classé la zone MENA. MENA, donc c'est Middle East and North Africa. Donc l'Algérie fait partie. Donc on est parmi les zones les plus polluées au monde. Naturellement, en plus de l'Inde et la Chine. Et pour l'Algérie, les niveaux, donc les moyennes annuelles étaient de 16 à 25 microgrammes par mètre cube. Mais j'imagine que profiter de l'ensoleillement et optimiser justement la rentabilité du photovoltaïque dans notre pays pourrait régler pas mal de problèmes. Beaucoup de problèmes. Un pays africain l'a fait, oui, bien sûr. Un pays africain, il y a des pays, les Açores, le sud de l'Espagne, l'Amérique latine, l'Allemagne, les énergies renouvelables sont là. Il faut savoir qu'on en profite. Il faut savoir en profiter. Mais profiter, j'allais dire, aussi de manière intelligente en superposant les plans de développement. Au jour d'aujourd'hui, il y a un plan de développement du secteur de l'habitat, il y a des villes nouvelles qui se créent aussi, mais il faudrait que le parc roulant puisse suivre ce plan de développement pour qu'à la fin, il soit cohérent. On ne peut pas avoir des stations solaires et des sources de pollution générées par le parc automobile. Il faut que ce soit une action cohérente parce que en matière d'environnement, l'environnement, c'est l'affaire de tous. Et dans ce tous, il y a tous les intervenants. Au jour d'aujourd'hui, on constate qu'il y a seul le secteur de l'environnement et celui de l'énergie qui essayent d'avoir une politique cohérente. Or, l'environnement, c'est une politique globale qui intègre et les transports, et l'habitat, et la santé. Mais pour le moment, c'est bien que le Centre de développement des énergies renouvelables, dont ce n'est pas la première mission d'analyser la qualité de l'air, il le fait de manière brillante. Il faut juste les aider à avoir tout un réseau. NESMA, c'est quelque chose de frais. Dans une atmosphère polluante, c'est une lueur d'espoir. Oui, il faut peut-être réactiver Safia aussi. Oui, qui connaît, il y a un petit nuage noir au-dessus de Safia. Il faudrait peut-être dissiper ce nuage et les remettre un petit peu sur le terrain. Merci infiniment, Hamid. Merci à vous. Voilà, merci également à monsieur Hamza Marabet qui nous a fait le plaisir de partager ce moment. Donc, vous représentez le Centre de développement des énergies renouvelables. Merci pour l'invitation. Merci infiniment pour tous ces éclairages. Merci à vous. On se donne rendez-vous donc à lundi prochain. Lundi prochain, donc pour une autre thématique. En attendant, on va un petit peu parcourir le pays avec Rahim Abdelaziz qui nous emmène droit vers des régions magnifiques où justement la faune et la flore souffrent un petit peu moins de pollution. Donc il s'agit des zones humides, mesdames, messieurs. De la région steppique de Fouris, on remonte vers le nord-est où s'impose la zone humide de Mahmel. La circonscription des forêts de Mahmel renferme l'une des zones humides de Khenchla. Il s'agit de la Sebkha de Mahmel. En période d'inondation, la zone humide atteint les 600 hectares. C'est une zone humide en milieu aride.
Cette zone humide de Khenchla est située à 1100 mètres d'altitude du niveau de la mer. La zone humide de Mahmel est de type continental. Celle-ci renferme une riche biodiversité floristique et surtout aviphonistique. Cette zone humide revêt une grande importance pour l'avifaune. Ce site lacustre est fréquenté de décembre à juin par de nombreux oiseaux migrateurs. Une riche avifaune fréquente la sebkha de Mahmel. Parmi ces oiseaux migrateurs s'impose le flamand rose. Les flamands roses s'apprêtent à quitter le lac. Parmi ces oiseaux migrateurs, on trouve aussi les canards siffleurs, le souchet, le colvert, la tadorne de Kazakh et la tadorne de Belon. Il s'agit d'espèces protégées par des lois aussi bien nationales qu'internationales. Toute cette avifaune migratrice fréquente la zone lacustre de Mahmel aux eaux usées riches en nutriments. Le lac de Mahmel demeure cette incontournable halte pour de nombreux oiseaux migrateurs. Voilà, on a bien voyagé avec Rahim Abdelaziz. Ce sont de très belles régions, mesdames, messieurs. Et c'est vrai, on disait tout à l'heure, on a parlé un petit peu de pollution. Ce sont des régions qui font rêver, où la faune vit paisiblement en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, nous allons parler des cycles de sommeil qui, eux aussi, ont besoin de cette harmonie, de ces... N'est-ce pas, monsieur Khalil Amrani? Bonjour, madame. Bien Bonjour sûr. et bienvenue. Merci pour l'invitation. Oui, alors on va juste vous présenter succinctement. Vous êtes pneumologue et médecin du sommeil et aussi président de la Société algérienne de médecine du sommeil. Bienvenue et merci de partager ce moment avec nous dans Bonjour d'Algérie. C'est un plaisir pour moi. Il y a un prétexte, bien sûr, à cette rencontre. Bien sûr. Donc, le prétexte, c'est le 5e Congrès international du sommeil. Très bien. Donc, il va se dérouler le 29 et le 30 de ce mois, novembre. On a choisi cette année la Wilaya d'El Oued. Très bien. Donc, d'habitude, on le fait à Alger, mais on a compris que Alger, c'est pas l'Algérie, donc on est obligé d'aller un petit peu vers le malade, vers le médecin du sud-est, la prochaine peut-être le sud-ouest. Donc, on voyage un petit peu à travers le sommeil pour enseigner, pour sensibiliser, pour former le médecin algérien, comme ça, pour le bien du malade algérien, bien sûr. Oui, qu'est-ce qui vous a conduit vous-même à choisir cette surspécialité? Parce qu'en Algérie, en tout cas, l'université algérienne, la faculté de médecine ne dispense pas cette spécialité pour le moment. Pour l'instant, il n'y a pas de formation spécifique en médecine du sommeil. Donc, comme la médecine, c'est une histoire d'amour. Donc, on peut pas... On peut choisir la médecine parce qu'on aime la médecine, donc c'est un métier noble. Donc la même chose pour la médecine du sommeil. Donc on est d'abord généraliste. Je suis pneumologue et puis j'ai été vers cette pathologie à partir de 2007 parce que on a remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport au sommeil, les insomnies, les apnées du sommeil. On en parle plus. C'est-à-dire en 2007, c'était une rareté. Et puis, j'ai assisté à 2 ou 3 formations à l'étranger et c'était le coup de foudre. Donc, j'ai choisi d'être médecin du sommeil et j'ai continué mon chemin. J'ai fait mes diplômes en France, des formations en Algérie. Et par la suite, on a créé la Société algérienne de médecine du sommeil avec un groupe de collègues qui, comme moi, adoraient la médecine du sommeil. Et la naissance, elle était en 2013 et puis on est en 5e année d'existence. Et on développe chaque année, on organise chaque année des congrès internationaux du sommeil qui ont permis, c'est-à-dire à beaucoup de mes collègues médecins de se former et à maintenant
plusieurs médecins du sommeil. Donc, ça a encouragé, on a démystifié, on a sensibilisé, on en parle chaque année de la pathologie du sommeil, les conséquences de la pathologie du sommeil, les apnées du sommeil, les insomnies, les accidents de la circulation, le sommeil de l'enfant. Donc c'est un vaste domaine. C'est quand même un panel assez exactement étendu. Ça. Donc c'est une société qui est active. Donc on fait beaucoup d'événements scientifiques, de sensibilisation. On a été même au niveau de la Grande Porte sensibiliser la population. Donc on fait beaucoup de travaux de sensibilisation et ça a permis de sensibiliser, d'encourager les médecins à être formés dans cette discipline et on est très contents. C'est vrai que c'est pas courant de parler de pathologie du sommeil. Exactement. On parle d'insomnie, on parle entre nous, voilà, j'ai manqué de, voilà, je manque de sommeil, il y a des personnes qui travaillent, beaucoup et qui ont un sommeil perturbé, mais rares sont celles qui avouent avoir une pathologie. Donc, bien sûr, parce que déjà, on ne donne pas de l'importance à notre sommeil, donc dans notre vie de tous les jours, donc on ne connaît pas le rôle du sommeil, on ne connaît pas les répercussions d'un manque du sommeil. Et c'est pour ça que à travers le monde, donc dans le monde entier, maintenant c'est la pathologie du sommeil. Donc on a compris que, par exemple, je vous donne l'hypertension artérielle, le diabète, les troubles de l'humeur, la dépression, ce sont secondaires à un manque du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est aussi la même chose. La somnolence au volant avec les accidents qui sont classés numéro 1 en Europe, avant l'alcool et avant la vitesse. Donc ces notions n'existaient pas en Algérie. Donc c'est à travers notre société, à travers la sensibilisation, à travers notre présence dans les plateaux de télé et chaînes de radio, qu'on a pu sensibiliser les gens et la population, même les responsables. Donc on a pu même signer un protocole de travail avec le Centre national de protection routière. Donc c'est comme ça qu'on a pu mettre le point sur une pathologie qui n'est pas connue ou mal connue, mal diagnostiquée en Algérie. Et c'est ça le rôle du médecin et c'est ça le rôle d'une association scientifique. Justement, on dit que d'un patient ou d'une personne à l'autre, le cycle du sommeil change. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent se suffire de 6 heures, d'autres 4 heures, 6 heures. Y a-t-il un outil de mesure de cette capacité de chacun ? On parle de phénotype du sommeil, donc chaque personne a son sommeil, c'est pas du copier-coller. Oui. Donc la définition d'un bon sommeil, quand je me réveille le matin en bonne santé, je me réveille dynamique, j'ai envie de travailler, c'est ça le bon sommeil. Donc le sommeil diffère de l'enfant, du nourrisson, vers l'adulte. Par exemple, je vous donne le nourrisson, il a un sommeil de 16 heures. Donc le jeune de 8 ans, 9 ans, il a un sommeil de 12 heures. Jusqu'à l'adolescent, il a un sommeil de 8 heures à 9 heures. Et l'adulte, 8 heures. Donc le sommeil déjà change. Et avec l'âge, on perd dans la qualité et la quantité du sommeil. Le sujet âgé, il fait moins de sommeil et de mauvaise qualité. Et puis il y a ce qu'on appelle les petits dormeurs et les grands dormeurs. Il y a les petits dormeurs qui font 5 heures du sommeil, c'est leur sommeil. Ils sont bien, donc ils font juste 5 heures. Il y a les grands dormeurs qui font, par exemple, 11 heures, 12 heures du sommeil, et c'est leur sommeil. Donc, ce n'est pas du copier-coller, chacun son sommeil. C'est pour ça que chacun doit connaître justement, est-il utile de connaître son cycle de sommeil et les heures nécessaires? Bien sûr, chacun. Par exemple, moi, je sais que je dors à 10 heures, je me réveille à 6 heures du matin, c'est mon sommeil. Si je décale d'une heure ou 2 heures, j'aurai une mauvaise journée, sûrement, parce que je n'ai pas respecté mon sommeil, et puis je n'ai pas respecté les cycles du sommeil. Donc c'est pour ça qu'on demande à chacun qu'il respecte. Il connaît son sommeil, il doit le respecter. C'est ça le secret du sommeil. Chacun, il doit respecter son sommeil. Dès qu'il se relève le matin, il est en bonne santé, il est dynamique, il n'a pas envie de dormir, il n'a pas de trouble de mémoire, il est concentré. C'est son sommeil, il doit le copier chaque nuit. Très bien, très bien. Donc j'imagine que lors de chaque congrès, vous essayez vous ne pouvez pas être exhaustif, vous allez zoomer sur un aspect en particulier. Cette année, vous avez choisi de zoomer sur quel aspect en particulier? Alors cette année, on a le fil rouge du 5e congrès international, c'est les comorbidités ou les complications cardiovasculaires, métaboliques, respiratoires en rapport à la pathologie du sommeil. Donc la chose qu'on oublie, la chose qui est méconnue en Algérie déjà par rapport aux médecins, donc elle est méconnue même par le médecin, même par le confrère, c'est les complications cardiovasculaires et métaboliques, dont le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les AVC, sont souvent secondaires à un trouble du sommeil, soit de l'apnée du sommeil, soit du manque du sommeil. Les troubles respiratoires, la même chose. Donc nous, cette année, on a choisi... aussi. Bien sûr, on a choisi de mettre le point
et la lumière sur cette pathologie, sur ces complications, dont on a invité des sommités, des spécialistes français, suisses, de renom international, des Maghrébins, Tunisiens et Marocains, avec nos spécialistes en Algérie. Et autour de ce sujet, on va débattre, on va échanger nos savoirs le 29 et le 30, et on va ressortir avec des recommandations c'est-à-dire pour les donner aux médecins algériens, pour sensibiliser les Algériens. On a invité des médecins du Nord, on a invité des médecins du Sud, des médecins de l'Ouest, donc il sera une journée de sensibilisation, de formation, et chaque médecin, bien sûr, et chaque médecin, il va diffuser ça à son niveau, au niveau de son CHU, au niveau de cabinet privé, et c'est comme ça qu'on peut aller plus loin, et qu'on peut sensibiliser le médecin et la population. C'est-à-dire que c'est vrai que passer par la médication, passer par les traitements, c'est quelque chose, mais aussi faire attention au sommeil de chacun pourrait aussi apporter des solutions complémentaires à chaque patient. Bien sûr, généralement, avant d'arriver à un traitement instrumental ou un traitement médicamenteux, il est d'abord comportemental. D'accord. Par exemple, l'insomnie, dans 90%, c'est un traitement de comportement. Donc, si on respecte notre sommeil, on dort à telle heure, on se réveille à telle heure, on évite les bruits, les excitants, les problèmes, on évite les problèmes de famille, les problèmes professionnels, on a un sommeil correct. Ah, ça, c'est difficile. C'est difficile, mais on doit s'adapter. D'accord. Oui. L'insomnie, le numéro un du problème de l'insomnie, c'est les soucis de famille, les soucis du travail. L'insomnie chez l'enfant aussi, parce que l'enfant, il suit le rythme de la famille. Donc ça, c'est une aberration. La même chose pour les apnées du sommeil. Par exemple, le renflement. Pour nous, le renflement, c'est un signe de bonne santé dans les familles. C'est une erreur. Quand on renfle, c'est qu'on dort mal, on dort pas bien. Et derrière, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. C'est les malades qui s'étranglent pendant leur sommeil. Oui. Et c'est une maladie qui peut être très grave, qui va générer des complications cardiovasculaires dans l'hypertension, par exemple, le diabète, l'insomnie de la journée, le manque de concentration, le manque de mémoire, l'irritabilité. Tout ça, c'est des secondaires à cette maladie. Donc, le rôle du médecin, d'abord, expliquer au malade, sensibiliser le malade, essayer de trouver des solutions sur le plan comportemental. Comme ça, on gère mieux notre maladie. Et si c'est nécessaire, aller vers un traitement médicamenteux ou un traitement instrumental. Donc, si jamais je ronfle, par exemple, et que quelqu'un constate cela, il faudrait que j'aille vers un laboratoire du sommeil. Exactement ça. Donc, et vérifier un peu les raisons, les causes. Exactement. Il y a deux manières de venir vers un labo de sommeil. Soit vous êtes conscient de votre maladie, vous ronflez, vous êtes fatigué la journée, ou l'entourage qui n'est pas d'accord avec votre sommeil. Généralement, c'est l'entourage, c'est la famille qui vous oriente vers le médecin. Donc, vous venez carrément vers le médecin de sommeil. C'est-à-dire qu'au départ, on peut dire, ah, il dort comme un loir, il dort très bien. Oui, oui. Mais après, généralement, c'est ça. Mais avec le temps, ça devient nuisible. Alors, le renflement. Donc, on dérange tout le monde. Et puis, on se réveille fatigué, on ne peut pas se concentrer, on a des problèmes pendant le travail. On peut avoir des pathologies. Donc, c'est des maladies qui évoluent sur des années. Et puis, on peut aller vers le médecin de sommeil. Maintenant, on sait qu'il y a des médecins de sommeil en Algérie. La deuxième solution, c'est que le médecin traitant, le cardiologue ou le diabétologue ou l'ORL, c'est lui qui va vous orienter vers le médecin de sommeil. Le médecin de sommeil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous interroger sur votre qualité de sommeil, la durée de sommeil. Il va vous donner un agenda de sommeil. Vous allez dessiner votre sommeil sur un papier. Et éventuellement, il va vous enregistrer ce qu'on appelle la polysomnographie. C'est un enregistreur, c'est une machine. On l'a placé sur le malade avec plein de capteurs qui captent plein d'éléments, c'est-à-dire l'EEG, la respiration, le cœur. Et vous allez dormir avec cette machine qui enregistre et on aura votre sommeil avec la vidéo, avec le tracé, avec le son. Donc on peut reproduire votre sommeil et le médecin de sommeil, il va interpréter le tracé, il va avoir un diagnostic, soit vous êtes apnéique, soit vous n'êtes pas apnéique, soit vous avez d'autres pathologies pendant le sommeil, et comme ça, on va asseoir un diagnostic qui est correct, on va vous donner un traitement qui est adapté à votre pathologie. Là, vous allez communiquer au niveau d'El Oued. La ville d'El Oued vous reçoit pour ce 5e congrès consacré au sommeil. Mais pour toute personne qui aurait suivi cette séquence et qui aimerait approfondir ses connaissances par rapport à cela, est-ce que les laboratoires communiquent autrement? Alors, les laboratoires du sommeil, est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils existent à travers? Quand on parle de laboratoire du sommeil, il n'y a pas beaucoup de laboratoires du sommeil en Algérie. Vous en gérez un? Bien sûr. Moi, je gère un laboratoire du sommeil à Alger qui est le laboratoire Lejasma. C'est un laboratoire de diagnostic et exploration pathologie du sommeil. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de laboratoires du sommeil. Quand on parle de laboratoire, c'est le médecin qui est formé, c'est le technicien qui est formé, c'est le matériel qui est conforme, d'accord? Donc c'est vraiment une expérience pilote, on peut parler carrément d'une expérience pilote. On est en train de développer, on souhaite avoir des labos à l'est et à l'ouest au centre.
que tous les malades ou les médecins convergent vers ces labos. Et notre but, c'est la formation, bien sûr, des médecins. On souhaite avoir beaucoup de labos de sommeil en Algérie. Donc, il faut du moyen, soit dans les CHU, soit dans le privé. Et puis il faut l'aide de nos collègues médecins. C'est le médecin qui recrute, c'est le médecin qui oriente. Donc, sans l'orientation des médecins collègues, on ne peut pas développer des laboratoires de sommeil. Et puis, il y a un élément qui est crucial, c'est que ce diagnostic, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et même le traitement, par exemple, la machine, ce qu'on appelle la PPC, elle n'est pas encore remboursée, qui coûte cher. Parce que méconnu encore. Parce que méconnu, donc je pense qu'il faut quelques années encore de combat, entre parenthèses, pour qu'on arrive à un remboursement. Parce qu'il n'y a pas de remboursement de l'acte, s'il n'y a pas de remboursement de la machine, on ne peut pas développer correctement la pathologie du sommeil en Algérie. En tout cas, on souhaite qu'il y ait écho à votre appel à l'instant. J'ai senti ça comme un appel, donc, et que cela se développe tel que vous l'avez souhaité, tel que vous l'avez pensé pour le patient algérien. Et je vous souhaite en fin de séquence, donc bon vent pour ce 5e congrès international du sommeil. Merci, qui se déroulera à El Oued. On peut donner un petit peu l'adresse pour les personnes qui sont déjà à El Oued? Alors, ça va être, on va faire de la publicité au niveau de l'hôtel La Gazelle d'Or. Oui, la Gazelle d'Or. Oui. Donc, tout le monde est invité. Très belle infrastructure exactement hôtelière, ça. Donc, il y aura un objectif scientifique, un objectif touristique, parce qu'il y aura des étrangers avec nous, Tunisiens, Maghrébins et Français. Et puis, il y a une inscription qu'il faut faire et tout le monde est invité à venir assister avec nous. Marhaba bien. Le 29 et le 30. Merci beaucoup, docteur Khalil Amrani, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes pneumologue et médecin du sommeil, président de la Société algérienne de médecine du sommeil. Donc, bon vent encore une fois pour le congrès. Et puis, vous qui nous suivez, on a beaucoup parlé depuis ce matin. Place à la musique tout de suite. On va vous offrir cette petite pause musicale avec Rabah Esma. Retour, mesdames, messieurs. Merci encore une fois d'être avec nous dans Bonjour d'Algérie. On va retrouver tout de suite Mustapha Boufellah. Bonjour. Bonjour. Et puis également notre dernier invité, Omar Kerja. Donc, on avait parlé tout à l'heure de l'Exipso que nous allons davantage présenter avec vous. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Ça a été difficile, hein? Le trafic était un peu laborieux aujourd'hui. Avant, c'était un plaisir de conduire. Maintenant, c'est une véritable torture. C'est un peu difficile d'arriver à Alger. Oui. Vous venez de Tizi Ouzou, n'est-ce pas? Je viens de Merci la montagne. en tout cas d'avoir fait le déplacement vers le plateau de Bonjour d'Algérie. Mustapha, on va parler aujourd'hui de Jeux paralympiques. Oui, la préparation d'un athlète pour les Jeux paralympiques. Vous savez que les athlètes, pour reprendre un peu, paraphraser Sénèque, qui était le philosophe grec, qui disait, vous savez, les Grecs étaient amoureux du corps. Oui, tout à fait. Ils aimaient bien avoir un beau corps très beau. Oui, les canons grecs sont très connus. Voilà. Hein, le corps humain, la perfection. Sénèque, pour une personne qui était un peu déformée, disons à l'époque un hémiplégique par exemple, il disait il faut savoir séparer le corps sain d'un corps corrompu. Oui. Et c'est l'amour du beau corps, l'Apollon d'ailleurs, Apollon, etc. Apollon, c'était vraiment pas la beauté par excellence. Voilà. Hein. Là, pour préparer un athlète paralympique, c'est le même type que préparer un athlète olympique. Un athlète, c'est comme une machine, une voiture. Il faut savoir arranger son corps, il faut savoir avoir, disons, une hygiène de nourriture, une hygiène de vie, etc. Là, pour la préparation... Une prédisposition physique à l'épreuve. Voilà. Donc là, on apprend par à un athlète à dépasser un peu et à aimer ce qu'il fait et à mesurer les muscles au même titre que les autres. Très bien. Et donc, la préparation commence par d'abord une visite médicale qui nécessite, si vous voulez, le test d'effort, qu'on appelle un test d'effort. Le test d'effort, c'est le souffle, c'est le taux de graisse dans la peau, dans le corps humain, c'est les battements cardiaques, et c'est surtout l'appareil respiratoire. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, il y a autant de normes pour Bien sûr, pour préparer un athlète. Les Jeux paralympiques handicapés et valides, ce n'est pas les mêmes choses. Les Jeux paralympiques demandent plus d'efforts, parce qu'on utilise du matériel qui est, disons, spécialisé. Oui. Comme par exemple le sport, le fauteuil roulant en athlétisme, c'est la Formule 1 des fauteuils.
si vous voulez. Quand est-ce que auront lieu les prochains Jeux paralympiques? Alors, les Jeux paralympiques commencent en 2020, c'est en 2020 à Tokyo, comme après les Jeux olympiques. Mais disons, la préparation a commencé après les Jeux de Rio. Très bien, tout de suite après, on reprend le travail avec les champions. On les laisse athlètes. d'abord se reposer, bien sûr, 2 mois, et ensuite on reprend avec un décrassage. Donc ce qu'on appelle un décrassage, c'est-à-dire on reprend tout pour brûler un peu tous enfin je dirais les saloperies, mais je ne dis pas, mais disons tous les... Vous l'avez dit quand même. Oui, je l'ai dit quand même. Bravo. Donc, qui est dans le corps humain, oui. Qui va sortir du corps, on va nettoyer un peu le corps, on va nettoyer les muscles, oui. N'est-ce pas? On va réoxygéner tout ça pour redonner encore plus d'effort. Une détox, une relaxation, voilà. J'imagine, pour chaque athlète, et puis reprise du travail. Donc vous allez les suivre de très près, j'imagine. Bah oui, et nous présenter prochainement quelques champions qu'on attendra pour les Jeux. Il y a eu déjà, je tiens à dire, il y a les non-voyants, les judokas non-voyants dans Chéri. Oui. Ils ont été participés aux championnats du monde pour les qualifications des Jeux de Tokyo. Donc ça commence déjà. Donc ils ont eu 2 médailles d'argent, et Chérine a terminé 5e. Eh ben, donc maintenant, pour se requalifier, se remettre dans la course, si vous voulez, des qualifications des Jeux paralympiques de Tokyo, maintenant il faut faire un circuit pour marquer des points. Voilà, il y a différents championnats et un petit peu comme les footballeurs, il y a des étapes pour arriver à une qualification au mondial. Merci beaucoup, Mustapha. Et ben, lundi prochain. Restez avec nous, on va découvrir ensemble. Comme lundi prochain, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Oui. On va avoir du monde. J'imagine. En tout cas, bienvenue encore une fois, Monsieur Omar Kerja, qui nous fait l'honneur de présenter un petit peu ses ouvrages aux téléspectateurs de cette matinale. Tout d'abord, bien sûr, gros plan sur l'Exipso, le dernier que vous avez commis et que vous avez réalisé grâce à l'apport de la maison d'édition Kerja, qui porte le même nom. C'est ça. C'est un ouvrage qui a été publié tout récemment. Ça ne fait pas plus de 2 mois ou plus que j'ai bien sûr peaufiné. Ça fait des années que je travaille dessus. C'est un travail que j'ai amassé depuis les sources, bien sûr orales, chez des vieux et des vieilles notamment, qui sont les gardiens du temple, si on peut l'appeler comme ça, c'est du sanctuaire ancestral. Les détentrices du savoir et du savoir-faire. C'est tout simplement, c'est une école à part qui sort de l'ordinaire, parce que nous nous imaginons quelquefois que nous sommes instruits, que nous avons fréquenté des écoles, des universités, ainsi de suite, mais il y a des choses qui nous échappent et que nous avons, que ce soit omises ou bien nous avons négligé totalement, parce que nous nous imaginons que nous voulons nous voir dans l'autre sans nous voir nous-mêmes. Parce qu'il y a des richesses et des valeurs sûres dans la sagesse populaire. C'est sûr, c'est une école, comme je viens de dire, auprès des anciens qui ont vraiment vécu, il y a eu du vécu, ils ont fait face à toutes les difficultés, même comme ça, avec tout ce qu'il y a, ils sont toujours disciplinés, ils avaient quand même pu surmonter énormément de choses qui sont pour nous quelque chose d'impossible, mais eux, ils ont pu le faire. Ce qui est intéressant dans l'Exipso de la culture amazigh, donc qui s'intéresse à une région en particulier, donc la Kabylie essentiellement. Vous ne parlez pas de la région Chaoui, vous ne parlez pas un petit peu des Touaregs, vous parlez surtout de la région de Kabylie dans cet ouvrage. Vous racontez des anecdotes, vous racontez des histoires liées à telle ou telle maxime ou comment dire, proverbes populaires, etc. Vous racontez des anecdotes, vous racontez l'histoire et la genèse de tel ou tel aspect donc de la culture immatérielle. Tout à fait. Une maxime, un proverbe ne naît pas comme ça du néant. Il faut qu'il y ait une situation qui se présente. À partir de cette situation, bien sûr, les gens retiennent l'essentiel, et même si on a oublié cette histoire, mais cette histoire, quand même, elle est là, même effilochée,
même totalement quand même effacée, mais on la retrouve quand même chez des personnes qui ont la mémoire, qui la retransmettent de génération à autre. Et c'est là que justement ces proverbes, ils sont extraordinaires, de sagesse, de la profondeur du verbe, la profondeur de ce qu'ils ont quand même vu et dit. Voilà. Et puis grâce à un ancrage qui est dû à une expérience collective, une expérience vécue dans les temps anciens. Oui, c'est sûr. Mais il y a des expériences, même si elles sont vécues, on les appelle, on les considère comme étant c'est du passé, mais elles nous interpellent aussi. Et nous sommes ici, c'est un héritage, c'est un patrimoine à nous tous, et ça nous interpelle. Et pourquoi ne pas prendre le meilleur et encore travailler avec et le faire, et faire appel à ce meilleur qui est en nous. Quand bien même il y a des erreurs, c'est à partir aussi de ces erreurs qu'on apprend à ne plus les commettre. Voilà. Oui, et vous levez certaines confusions par rapport aussi au vocabulaire amazigh. Vous mettez l'accent sur certains termes utilisés ou autour desquels planent certaines confusions et vous décortiquez donc un petit peu le lexique amazigh. Oui, parce qu'il y a quelquefois il y a des homonymes, il y a aussi des confusions qui sont faites autour d'un mot, des mots, parce qu'ils sont proches l'un de l'autre. Et comme notre culture elle a été de tout temps orale, pratiquement, c'est ces dernières années que nous sommes en train de vivre cette situation d'apprendre aux enfants. Mais ce qui s'apprend, il y a encore des choses qui doivent être récoltées du terrain, sur le terrain. Il faut aller chez les gens qui sont encore les derniers témoins. C'est comme qui dirait, comme le titre, le dernier des Mohicans. Nous avons encore nos ancêtres, nos vieux, nos vieilles, qui ont encore à transmettre des choses. Et c'est à nous de nous rapprocher d'elles et d'eux pour que ça ne se perde pas et de coucher ça sur du papier pour que les générations futures puissent prendre connaissance aussi. Et c'est nous qui sommes, je considère, c'est notre génération qui est un petit peu, si j'ose le mot, qui sommes à la courroie de transmission. Nous sommes une génération intergénération entre celle qui nous a précédés et celle qui va venir. Et c'est à nous de faire ce travail aussi, puisque nous sommes instruits, nous avons cette possibilité de porter ça sur du papier. Nous devons, chacun de nous, de son côté, comme vous dites, j'ai parlé de la Kabylie, la Kabylie fait partie aussi de la sphère amazigh, de la sphère géographique de l'Afrique du Nord dans son intégralité, et tout ça, je pense qu'il y a des choses qui nous lient, il y a d'autres choses qui sont restées chez les uns sans les autres et qui peuvent être faites aussi par les gens de chaque région. On peut parler d'un travail qui va compléter aussi d'autres recherches élaborées par des penseurs et des auteurs algériens. On cite à titre d'exemple Mamri ou Ferraou ou encore Nassib qui a aussi mis au point une très belle anthologie de la poésie amazigh. Vous parlez également de poésie, mais à votre façon. Vous allez vers des inédits. Non, c'est-à-dire, moi, je ne dis pas que je suis à la hauteur de ce qu'a fait Mamri ou autre. Je ne fais que poser ma petite pierre à l'édifice qui se construit. Et je ne voudrais pas que ces choses-là que j'ai pu récolter, que je n'ai pas trouvé ailleurs, je ne voudrais pas que ça se perde. Aussi minime que soit-elle, parce que ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de notre culture. Vous mettez en valeur, par exemple, les joutes orales. Voilà, les joutes orales. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Oui, c'est pas très connu, mais il y a quand même ces joutes orales que, disons que quand vous avez parlé tout à l'heure de maximes, de proverbes, c'est à partir de ces joutes orales qui sont là et qu'on les reprend. C'est un peu le concentré. Voilà, le concentré de joutes qui ont existé de par le passé et qui étaient poétiques. Les joutes orales n'ont pas souvent lieu
avec plusieurs personnes, mais quelquefois deux personnes sont là, se dire des choses par la poésie. Et puis dans l'Exipso, on peut aussi découvrir des pans de notre culture à travers notamment des rites magiques que vous reprenez, dont vous racontez un petit peu les anecdotes et puis le déroulement. Les rites magiques, ils sont là parce que ça fait partie aussi de notre culture. Oui. Il y a énormément de ces rites que nous avons perdus. Il y a d'autres qui sont encore maintenus, comme le henna, comme vous le dites. Il y a aussi, comme quand chez nous, par exemple, je donne un petit exemple, la Choura, ou bien l'Aïd, et les enfants, ils sont là, et on regarde beaucoup plus vers eux que vers les adultes, notamment que quand un enfant, pour la première fois qu'il pose pied au souk, parce que chez nous, en Kabylie, il y a quand même cette journée qui précède l'Aïd qu'on appelle Tisouirt. Tisouirt, c'est-à-dire c'est la journée des achats, de l'approvisionnement. Mais on emmène avec nous un enfant, le garçon notamment, quand il part, la première fois qu'il met pied au souk, on lui achète une tête de bœuf, on fait tout un rite, on fait toute une fête. C'est vraiment agréable. Maintenant, ça reste, il y a encore des régions, il y a encore des familles qui font ça. Mais ça tend à disparaître, tout ça. Ça tend à disparaître. C'est un rite qui aussi, il y avait, je me rappelle, tout petit que j'étais, il y avait des vieilles, quand c'est la choura, il y a tout un mélange, un filtre, comment dirais-je, qu'on nous fait sur le front, qu'elle prononce des phrases magiques comme ça pour ne pas... Comme une espèce d'initiation, quelque part, de la jeune génération. Oui, c'est-à-dire, mais tout de même, c'est dans le bon sens qu'on nous fait ça, ça nous amuse, mais elle sait pourquoi. Bien sûr, maintenant, on n'en voit plus de ça. On n'en voit plus de ça. Il y a plein de choses. Ce sont tant d'exemples que l'on peut retrouver dans cet ouvrage, 5e du genre, que vous avez commis, donc Monsieur Omar Kerdja. On va rappeler un petit peu quand même la liste des ouvrages qu'on peut découvrir du même auteur. Le premier, en tout cas, vous l'avez écrit il y a un peu longtemps. C'est bien ça? En 2006. Oui. Pas si longtemps que ça, mais le premier, donc, c'était également un lexique, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'était un lexique des sciences de la nature. Des sciences de la nature, oui. C'était dans les deux langues, amazigh et le français, tout comme l'Exipso qu'on peut retrouver dans les deux versions. Oui, je l'ai fait à dessein. Pourquoi? Parce que si j'écrivais uniquement en tamazight, je suis certain que beaucoup de monde vont être privés de prendre connaissance du contenu. Alors c'est pour ça que j'ai écrit pour ne pas, pour que les gens, ceux qui n'arriveraient pas peut-être à comprendre ce que j'ai écrit en tamazight, le lire en français et comprendront énormément de choses. Et c'est une manière que d'exporter nous aussi notre culture pour les autres. Il faut le faire parce que nous sommes envahis par d'autres cultures. Nous aussi, nous devrons faire de même et faire exporter cette culture qui nous est chère, et c'est notre moule à nous. Bon, je vous demanderai comme ça de retourner le livre parce que j'aurais préféré qu'il soit à mon niveau, mais on va essayer avec cette caméra ou celle-là, celle qui est en face de vous. Voilà, donc ça, c'est le troisième ou le deuxième? Non, c'est le troisième. Essayez de le retourner dans ce sens, s'il vous plaît. Voilà, dans ce sens, vers elle. Oui. Très bien. Notre caméra woman va pouvoir nous le montrer, donc on va le présenter, le troisième ouvrage. Donc, les plantes au quotidien d'autrefois chez les Kabyles. C'est bien cela? Oui. Donc vous êtes toujours intéressé un petit peu à la culture, au quotidien justement dans cette région qui est la vôtre. C'est sûr, parce que je suis là, je vis au milieu de mes compatriotes, de mes concitoyens, je suis là, je suis fier d'appartenir à cette région, je suis fier d'appartenir à cette société qui est la mienne, je ne peux pas la nier, je ne peux pas dire autre chose que du bien d'elle. Voilà. Oui, et puis on va aussi montrer un autre ouvrage, si vous le permettez.
Alors, ça, c'est dans le domaine de l'histoire. Oui. Je l'ai fait. Bon, j'ai refait, je suis en train. C'était par une trilogie. Par la suite, j'ai revu mes. C'est la première tranche de ce travail de recherche. C'est le volume 1. Oui, c'est de l'histoire cette fois-ci. C'est l'histoire, oui. Voilà, c'est une histoire particulière. C'est la conquête française du Djurdjura. C'était une période des plus difficiles qu'a vécu notre région, avec une armada de soldats, de généraux, ainsi de suite, avec toute une armée et un armement des plus sophistiqués pour l'époque, et qui était venu brutaliser, violenter une région qui n'a jamais été paisible. Oui, ça n'a pas été paisible. Oui. Avec, imaginez pour l'époque 35 000 soldats de métier, ça n'a pas été une sinécure pour la population de la région. Oui, l'an 1867 n'a pas été une année, 57 n'a pas été, 1857, ça n'a pas été vraiment une année... C'était un petit peu, disons, une année qui a fait basculer la Kabylie, parce qu'il faut dire qu'avec la pénétration française de cette région, tout a été bouleversé par la suite. Tout a été bouleversé. C'est ce qui a fait que ça n'a pas été quelque chose de... Omar Kerdja, merci beaucoup. Donc là, vous vous êtes aussi intéressé dans un autre ouvrage au Figuier d'Algérie. Donc autant d'ouvrages qu'on peut découvrir et qui peuvent mettre en valeur la nature, mais aussi la culture de la région amazigh. Merci. Donc on rappelle que vous étiez là, Monsieur Omar Kerdja. J'ai omis de dire que vous êtes un enseignant à la retraite. Donc la pédagogie continue, suit son cours grâce aux ouvrages que vous nous avez offerts. Aujourd'hui, gros plan sur l'Exipso. Donc voilà, et qui parle essentiellement de patrimoine et de culture amazigh. Merci encore une fois. Merci Mustapha. Merci, à lundi prochain. À lundi prochain. Bonne et agréable journée à tous ceux qui nous ont suivis en ce lundi 26 novembre. Passez une excellente journée.